pour ce webinaire. Je vous remercie de vous être inscrits en si grand nombre. Aujourd'hui, on a beaucoup d'informations à vous partager. Alors, sans plus tarder, je vais commencer cette présentation-là et je vous présente nos collaborateurs. Alors aujourd'hui, de la compagnie Isogeo, on a Mélodie qui est présente avec nous, qui est une personne du côté vente. Il y a Carlo qui est chef de projet également de la compagnie Isogeo. De chez Consortec, un de nos experts conseils, Jean-Nicolas Lanoux, et moi-même, José Boudreau, qui suis représentante des ventes chez Consortec. Alors, au programme aujourd'hui pour ce webinaire-là, je vous ai présenté les partenaires, pourquoi cataloguer ces données géospatiales, la démonstration de la plateforme Isogeo, la méthodologie d'implantation et on aura une session questions-réponses. En ce qui a trait aux questions-réponses, je vous dirais de les indiquer, si vous voulez, au fur et à mesure dans la section prévue à cet effet de questions et réponses de la section du chat, mais on va y répondre à la fin seulement. On va les prendre tous en bloc à la fin. Puis, voilà, ça ne sera pas bien long. Donc, ici, je vais vous faire une présentation brève qui est Consortec, qui est Isogeo, pardon. Donc, Consortec depuis 1989. Donc, nous sommes motivés par un objectif clair chez Consortec, c'est-à-dire valoriser les données géospatiales au bénéfice des organisations et de leur communauté. Ceci étant dit, nous permettons aux leaders en géomatique de se démarquer tout en les aidant à se positionner stratégiquement, positionner leur département à l'intérieur de l'organisation. Cette mission nous motive chaque jour à relever des défis aussi complexes que variés. Chez Consortec, nous avons une équipe de 11 experts qui est composée de consultants SIG ainsi que des développeurs. La mission chez Consortec, faire briller les leaders de la géomatique en les aidant à se positionner stratégiquement et à tirer parti des données géospatiales, un peu comme je vous ai expliqué tantôt. Donc, chez Consortec, les différents services qu'on offre, il y a bien sûr de la formation standard. On fait aussi du coaching, de l'accompagnement qui peut être plus précisément sur vos besoins spécifiques. Et aussi, on est un revendeur des logiciels de Safe Software, dont les logiciels FME. On est partenaire avec Esri depuis 2021 et partenaire avec Isogeo depuis peu, depuis le début de cette année. Isogeo est une compagnie qui existe depuis 2009. Ils sont 15 collaborateurs. Ils ont réalisé plus de 100 projets jusqu'à maintenant et ils ont une bonne soixantaine de clients actifs. Alors, chez Isogeo, c'est une plateforme avec des modules et applications. Ils sont présents en France de façon générale, à Monaco, maintenant au Québec et en Suisse romande également. Donc, ici, on vous donne un petit aperçu des organisations qui sont clients avec eux. Fait intéressant à noter, là, il y a une petite note dans le bas qui est en rouge qui dit qu'ils ont 95 de réabonnement depuis 2012. Alors, ça, c'est quand même un chiffre assez impressionnant et qui en dit long aussi également. Donc, ce partenariat-là, ben, il a sa raison d'être parce qu'il répond aux besoins de nos clients pour valoriser leurs données. C'est totalement aligné avec la mission de Consortec. Puis, ça permet d'élargir la gamme de services pour nos clients ici, présentement au Québec, éventuellement en Amérique du Nord. Alors, à partir de maintenant, je vais passer la parole à Mélodie qui va vous expliquer pourquoi cataloguer ces données géospatiales. Merci José, bonjour à tous. Oui, donc moi je vais passer ces quelques minutes à reprendre avec vous en fait les constats qu'on a fait, qu'Isogeo a fait, qui ont mené au développement de la solution de catalogage des données géographiques et qui continue encore aujourd'hui à nous motiver. Donc le premier constat que l'on a fait en tant qu'éditeur impliqué fortement dans toutes les thématiques qui sont relatives à la gouvernance des données géographiques,
puis finalement vous aussi en tant qu'utilisateur, en tant que géomaticien, en tant qu'utilisateur de données géographiques, c'est que la taille des patrimoines géographiques que les organismes sont amenés à gérer croît de manière exponentielle et qu'en même temps, on se retrouve souvent en difficulté quand il s'agit de localiser la donnée dont on a besoin lorsqu'on est utilisateur final. Et surtout à estimer finalement leur réelle valeur quand on les a retrouvées, ces données, parce que souvent, il manque les métadonnées pour accompagner ces données, donc des informations sur la donnée qu'on est en train de regarder. Cette croissance de données produites et diffusées ici et là, elle s'explique alors par la diversité des enjeux qu'elles permettent d'adresser. On peut parler des villes intelligentes, de la gestion intégrée des écosystèmes, des réseaux de transport et encore plein d'autres qui finalement mettent en valeur nos différents métiers qui sont tous liés à la géomatique. Et en fait, cette croissance, elle est aussi accompagnée par celle des technologies de l'information qui évoluent sans cesse et qui nous mettent à disposition différents formats de données, donc des formats qui se diversifient de plus en plus. Alors, pour bien faire en tant qu'humain, on va vouloir stocker ces données, même si elles sont pas forcément utiles le jour même. On pense qu'elles le seront peut-être à l'avenir, donc on a tendance à les sauvegarder. Et le problème, c'est qu'elles sont très rarement documentées ou pas assez documentées. Donc, sans ces fiches de métadonnées, sans ces métadonnées, la donnée se retrouve un peu comme sans carte d'identité ni carnet de santé. Et bien que l'intelligence artificielle ait fait de grands progrès, les données ne parlent toujours pas. Et donc, l'utilisateur final se retrouve face à une donnée dont il ne sait pas forcément d'où elle vient, quelle est sa date de création, si elle a une fréquence de mise à jour et quelle est cette fréquence, ou encore même ce qu'elle représente parfois de manière assez claire. Alors, quant aux droits d'utilisation, comme inscrit présentement sur le slide, et d'autres droits, ça aussi, c'est une information dont il faut absolument disposer avant de pouvoir utiliser intelligemment sa donnée. Un autre constat qu'on fait, c'est aussi le manque de ressources humaines pour gérer ces patrimoines et les mettre en valeur. Alors, les raisons de cette pénurie, elles sont multiples et elles sont liées les unes entre les autres avec des restrictions budgétaires qui font que les collaborateurs sont de plus en plus multitâches, transversaux et qu'ils doivent répondre à des besoins, des questions à la fois en interne et aussi aux questions des citoyens sur ces données qui sont parfois en partie partagées. Donc, enfin, le dernier constat qu'on a fait aussi, c'était que la reconnaissance était toute somme assez faible des travaux qui sont menés et des résultats qui sont obtenus par les équipes de géomaticiens et de géomaticiennes dans le cadre de leurs activités. Alors, à titre d'exemple, j'aimerais reprendre l'analyse fort juste de notre première utilisatrice sur le territoire québécois, qui est la ville de Shawinigan. D'ailleurs, je salue Mathilde qui a rejoint le service DTI de la ville de Shawinigan il y a peu de temps et qui est parmi nous dans l'audience. Donc, la ville a fait ce même constat qui est à la fois donc technologique et puis humain. En termes de besoins organisationnels, donc, la ville s'est tournée vers la solution de catalogage ISOGEO pour répondre à un besoin de centraliser les connaissances sur la donnée dans le cadre d'un départ à la retraite. Elle a eu aussi besoin de valoriser ces données et de les garder à jour dans le contexte alors de la pandémie qui faisait rage et puis du télétravail qui commençait à se mettre en place à l'époque. Les mises à jour n'ont pas forcément été communiquées de manière systématique entre les services. Donc, une qualité, une fiabilité de la donnée qui s'est amoindrie dans ce contexte-ci. Puis, dans le cadre de la mise en œuvre de l'ouverture progressive des données, l'impératif de disposer d'une vitrine à jour avec des métadonnées était incontournable et pour assurer finalement la fiabilité des données qui allaient être partagées. Enfin, au jour le jour, lorsque de nouveaux collaborateurs arrivent, comme c'est le cas de Mathilde, il est nécessaire pour la ville de pouvoir permettre en fait à ses collaborateurs de s'approprier les données et rapidement et le catalogage avec une documentation soignée de fiches de métadonnées leur semblait la meilleure façon de procéder. Et là-dessus, évidemment, on les rejoint complètement. En termes d'outils, le souhait de la ville était bien sûr d'avoir un outil qui était efficace pour la saisie de métadonnées,
qui soit aussi attrayant et compréhensible pour tous, pas seulement par des géomaticiens, mais tout spécialiste comme non spécialiste devait pouvoir s'approprier ces métadonnées de manière assez aisée. Enfin, un autre impératif était celui de décorréler cette solution de catalogage de tout système d'information géographique pour pouvoir se concentrer à constituer et valoriser son patrimoine de données géographiques indépendamment des choix SIG qu'il pouvait faire, puisqu'en l'occurrence, aujourd'hui, la ville utilise plusieurs systèmes d'information géographique. Alors, pour répondre à ces attentes, la solution ISOGEO propose aux administrateurs des données un outil fondamental qui garantit la fiabilité des données partagées et facilite les échanges entre les acteurs, les agents, les directions, les partenaires, et tout en respectant les normes et les standards en vigueur. À l'externe comme à l'interne, les catalogues ISOGEO, les catalogues de données ISOGEO, qui sont en fait les produits finaux de la solution de catalogage, sont des vitrines à jour pour tous les utilisateurs. Et en bref, c'est une solution donc de diffusion et de communication au sens large qui va permettre de lutter contre le caractère abstrait du catalogage en créant des supports numériques attractifs et clairs qui contribuent à partager l'information géographique. Donc, ce catalogue de données, on l'a voulu disponible sous différents formats. José, tu peux passer au slide suivant. Voilà. Et donc, on retrouve le catalogue ISOGEO sous forme de page web, intégrable dans d'autres sites web et aussi mise en valeur au sein du portail de données ISOGEO que nous mettons en œuvre pour nos utilisateurs qui le souhaitent, et aussi accessible au sein même des outils SIG des géomaticiens via un moteur de recherche puissant intégrés dans leurs outils qui permettent donc de trouver les données pertinentes en ayant accès à un moteur de recherche, aux fiches de métadonnées pour faire de bons choix sans sortir de leur environnement de travail. Alors, comment cette solution fonctionne? Carlo va prendre la main dans quelques secondes, mais je vais brièvement vous présenter de manière synthétique les 3 étapes qui constituent un projet de catalogage ISOGEO. On va commencer par le recensement des données, la documentation des métadonnées et enfin la valorisation des données de votre patrimoine géographique. Le recensement, il va s'agir ici de passer un scan qui va pouvoir scanner toutes vos bases de données et vos serveurs de fichiers. La signature des données va avoir lieu. La génération de fiches de métadonnées et un pré-remplissage automatique va se passer pendant cette étape. Et enfin, d'un scan à l'autre, les mises à jour vont être faites dans vos fiches de métadonnées automatiquement. La seconde phase, c'est la phase de documentation qui va commencer par la documentation en lot, puis unitaire, et pour tendre vers un enrichissement de vos fiches de métadonnées. Enfin, la dernière partie, ce sera la valorisation, le mode de partage que vous allez choisir pour partager donc ces catalogues de données. Et c'est exactement par là que Carlo va commencer. Donc, Carlo, je te laisse la main pour aller plus en détail sur cette partie de valorisation avec la démonstration de la solution. Merci Mélodie, bonjour à tous. Alors, je prends la main et je partage mon écran. On y arrive. Voilà. Alors. Ok. Donc, comme l'a dit Mélodie, justement, je vais commencer par la fin, ça veut dire la valorisation, et puis on verra ensuite la partie de recensement, puis de documentation. Donc pour la valorisation, ce que je vais faire, c'est vous montrer les différents outils qu'on va pouvoir mettre à votre disposition lorsque vous avez la solution ISOGEO. Donc on va commencer justement par ce premier outil que vous voyez juste là, qui est l'Open Catalog. Donc l'Open Catalog, l'idée c'est que c'est un générateur de sites où vous allez pouvoir sélectionner un certain nombre de fiches que vous souhaitez faire apparaître dans cet Open Catalog. Et à partir de là, vous allez avoir un inventaire avec une barre de recherche, un certain nombre de filtres, et vous allez pouvoir accéder à votre documentation. Donc, par exemple, si je retrouve cette fiche sur les adresses, donc j'ai bien le titre qui a été documenté, j'ai
mon résumé qui a été ajouté, des informations par rapport à la donnée, les différentes étiquettes comme les mots-clés ou les thématiques. Et si j'ouvre cette fiche, je vais pouvoir accéder, donc retrouver les mêmes informations, donc le titre bien entendu, les mots-clés, le résumé, l'emprise géographique, mais aussi les informations par rapport à l'historique comme le contexte de collecte, la date de création, la méthode de collecte, les informations des différents contacts qui sont liés à cette donnée pour savoir qui contacter si jamais on a besoin de plus d'informations, des informations par rapport à la qualité qui ont été ajoutées aussi lors de la documentation et bien sûr les informations techniques qui ont été ajoutées en partie lors du recensement avec le scan. Mais le plus important, ça va être aussi la liste des attributs. Donc aussi, on a cette table attributaire avec un certain nombre d'informations qui ont été remontées par le scan automatiquement, d'autres qui ont été documentées manuellement. Mais l'idée, c'est qu'on va retrouver toutes ces informations juste là. Alors le problème de cette fiche, c'est qu'on n'a pas la possibilité de visualiser la donnée ou la télécharger. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de retrouver cette donnée justement en utilisant l'action ici de visualisation. Et je vais ajouter le mot arbre dans le contenu de fiche. Et si je recherche, je vais passer de 72 à 2 résultats et je retrouve cette donnée sur les arbres marquables de la République isogéo. Alors attention, la République isogéo symbolise aussi la ville de Paris. Mais voilà, c'est notre environnement de démo, donc on a décidé de l'appeler comme ça. Alors, si j'ouvre cette fiche de métadonnées, vous allez voir ici 2 boutons supplémentaires s'afficher, le bouton de visualisation et le bouton de téléchargement. Si je clique sur la visualisation, ici, je vais pouvoir donc visualiser la donnée en utilisant un service qui a été associé. Là, en l'occurrence, c'est un EMS, un S-Map Service qui a été utilisé. J'ai la possibilité aussi de faire la même chose avec un EFS, par exemple. Et là, en l'occurrence, j'aurai accès aussi aux attributs. Et si je veux, j'ai aussi la possibilité de télécharger la donnée. Alors, bien entendu, les formats qui seront proposés lors du téléchargement vont dépendre de la configuration côté serveur. Si je sélectionne, par exemple, cet EFS, j'ai uniquement le GeoJSON qui va être proposé. Par contre, si je passe sur le WFS, là, j'ai un peu plus de format. Donc ça, c'est un premier outil. Il faut savoir, vous allez pouvoir le mettre en iframe, en interne ou sur votre site internet directement et ça va donner accès aux utilisateurs à cet inventaire de fiches de métadonnées et donc potentiellement aussi accès à vos données. Pour aller un peu plus loin par rapport à ça, je vais vous parler justement du widget. Le widget Web App Builder, donc là, c'est pareil, il y a une petite installation à faire, mais vous allez avoir aussi la possibilité de sélectionner les fiches de métadonnées, donc les données auxquelles vos utilisateurs vont avoir accès. Encore une fois, on va avoir la barre de recherche avec différents filtres pour filtrer ma recherche. Là, si je tape le mot arbre, je dois pouvoir retrouver ma fiche de métadonnées sur les arbres marquables de la ville de Paris. Cette emprise qui avait été remontée par le scan au tout début, qu'on verra justement à la fin, elle va être utilisée ici pour afficher l'endroit exact de la donnée. Je vais pouvoir accéder à la fiche détaillée et donc retrouver les différents attributs, toutes les informations qu'il me faut pour m'assurer que c'est bien la donnée que je recherche. Et une fois que je me suis assuré de ce fait-là, je vais pouvoir ajouter la donnée à la carte directement dans Web App Builder. Et l'idée, c'est que je vais pouvoir gérer mes différentes cartes à partir de là, les supprimer ou réaccéder même à la fiche de métadonnées au besoin. Et puis, si jamais j'ai besoin d'interrompre mon travail pour X raison, je vais pouvoir tout simplement sauvegarder ma carte ici et puis la recharger et reprendre de là où je m'étais arrêté. Une fois qu'on a sélectionné les différentes couches, là, vous avez vos autres widgets qui vont vous permettre de modifier la symbologie, de mettre en forme et puis une fois que c'est fait, vous pourrez imprimer votre carte directement à partir de là. Et l'idée, c'est que plutôt qu'utiliser le nom de la donnée et avoir un manque d'informations, eh bien là, on va taper dans une barre de recherche, retrouver notre fiche de métadonnées, on s'assure que c'est bien la donnée qu'il nous faut et puis on ajoute la donnée à la carte directement à partir de là. Ce que je vais pouvoir vous montrer en plus, c'est le plugin ArcGIS Pro. Alors là, c'est un plugin qu'on installe directement sur ArcGIS Pro, comme son nom l'indique, et on va pouvoir l'afficher directement ici. Alors là, encore une fois, c'est pareil, on va retrouver donc la barre de recherche et les différents filtres, et je vais pouvoir à partir de là ajouter la donnée à la carte de plusieurs manières différentes.
je vais pouvoir ajouter la donnée à la carte. Donc déjà, pour commencer, on va commencer par le début et c'est-à-dire retrouver notre donnée. Donc on cherche une donnée vecteur, très bien. On va pouvoir ensuite, alors voilà, alors on va pouvoir ensuite taper le mot arbre dans la barre de recherche pour filtrer un peu plus. Alors, je pense que j'ai un petit souci car ah voilà. OK. Donc ici, à partir de là, je vais pouvoir accéder à ma fiche de métadonnées directement dans le plugin ArcGIS Pro. Encore une fois, m'assurer que c'est bien la donnée que je recherche et je vais pouvoir à partir de là ajouter à la donnée à la carte en utilisant dans un premier temps les services qui ont été associés à ma fiche de métadonnées, mais je peux faire aussi exactement la même chose avec ma connexion SDE que j'ai paramétrée à l'avance pour ajouter cette donnée à la carte directement à partir de là. Bien entendu, il faut se dire que ça va dépendre des droits de l'utilisateur sur la base de données. Si l'utilisateur utilisé a l'accès uniquement en lecture, eh bien, on pourra uniquement afficher la donnée et rien faire d'autre. Si l'utilisateur a les droits d'accès en écriture, eh bien, dans ce cas, on pourra modifier la donnée et au moment de l'enregistrement, toutes ces modifications se répercuteront directement sur la donnée qui se trouve dans la base de données. Voilà. Donc ça, c'est pour le plugin ArcGIS Pro. Je vais pouvoir aller un peu plus loin et vous montrer le portail. Donc là, le portail, c'est un outil de marketing pour votre service SIG. L'idée, c'est que vous allez pouvoir mettre en avant, plusieurs choses, plusieurs facettes du service SIG et en l'occurrence, vous allez pouvoir, ajouter des actualités, déjà les mettre en avant directement ici, c'est-à-dire, imaginons que vous avez, des nouvelles applications qui ont été publiées, eh bien, ces applications, vous allez pouvoir en parler dans des actualités, les mettre en avant directement dans votre site. Même chose pour les données sélectionnées. Si vous avez des nouvelles données qui ont été ajoutées à votre environnement et vous voulez en informer vos différents utilisateurs, eh bien, vous pouvez mettre en avant ces données ici directement. À partir de là, bien entendu, on peut avoir accès à différentes parties, du portail et l'idée, c'est qu'on va pouvoir aussi parler donc de nos différentes applications, donner accès à nos thématiques, parler des groupes de travail au sein de notre équipe, par exemple, parler justement des différents membres de l'équipe et éventuellement aussi parler de nos différents partenaires. Et donc l'idée, c'est que on va pouvoir aussi, encore une fois, ici, avoir accès à un inventaire de données, un inventaire de fiches de métadonnées que nous aurons sélectionnées au préalable. Là, vous voyez bien, encore une fois, on va retrouver nos différents, filtres qu'on avait dans les autres applications et ça va nous permettre d'affiner notre recherche et de trouver la donnée que l'on souhaite. Là, en l'occurrence, je vais rechercher ma donnée sur les arbres remarquables de la République Isogéo et la voici. Donc encore une fois, on retrouve ce résumé, on retrouve les différents mots-clés, le titre tel qu'il a été documenté aussi dans la plateforme de documentation. Et si on ouvre la fiche de métadonnées, eh bien là, on a accès à tout le reste des informations. Bien entendu, le formatage n'est pas exactement le même, mais le contenu, lui, est. Lui, il l'est plutôt. Et donc là, si je veux, je vais pouvoir aller visualiser la donnée, voir la télécharger. Je veux aussi accéder à cette table attributaire et donc à partir de là, je vais pouvoir retrouver ma donnée et la télécharger au besoin. Maintenant, l'idée, c'est que si je reviens dans, mon onglet de données, je vais pouvoir aussi faire en sorte là, par exemple, ces données sont, visibles aux utilisateurs, publics, mais si je m'authentifie, je vais avoir accès à des données supplémentaires et donc je passe de 82 fiches de métadonnées à 102 et à partir de là, donc je vais pouvoir gérer, ce genre de choses pour essayer hem de de montrer une partie de mes données aux utilisateurs publics et une autre partie aux autres utilisateurs qui sont authentifiés. Donc voilà pour le portail. Maintenant, une dernière chose dont je voulais vous parler, ça ne vous concerne pas directement, mais vous allez avoir potentiellement un équivalent pour Données Québec. Ça, c'est notre serveur D4
L'idée, c'est que, ça permet à nos utilisateurs français, actuellement, de se faire moissonner directement par data.gouv et éventuellement, l'idée serait de développer un équivalent pour le SECAN afin que vous puissiez, vous faire moissonner directement, par Données Québec et donc afficher vos fiches de métadonnées et vos données directement dans Données Québec. Voilà pour la petite information. Maintenant qu'on a vu la valorisation, on va pouvoir revenir au tout début, revenir dans le temps et parler de recensement. Et donc, ça va se faire à l'aide du scan. Pour le recensement, comment ça se passe? On va tout simplement installer un service Windows sur votre serveur et ce service Windows va communiquer avec la plateforme ISOGEO et l'idée, c'est que dans un premier temps, on va devoir créer un point d'entrée. Qu'est-ce qu'un point d'entrée? C'est, notre manière à nous de donner les informations au scan et de le pointer vers un serveur de fichiers ou vers un dossier spécifique ou sinon tout simplement vers une base de données en lui donnant un certain nombre de droits, en fonction de l'utilisateur qui est utilisé dans ce point d'entrée et donc là, j'ai mes différents points d'entrée qui sont déjà prêts. Je vais sélectionner mon point d'entrée SDE. Là, j'ai bien mon fichier de connexion SDE qui a été utilisé pour paramétrer ce point d'entrée. Et l'idée, c'est qu'à partir de là, j'ai qu'à cliquer sur le bouton scanner. Et donc, le scan va se lancer. Et ce qui va se passer, c'est que c'est FME sur votre serveur. C'est le service Windows qui lance FME en tâche de fond. Et donc, dans un premier temps, il va recenser les données qu'il trouve, c'est-à-dire tout simplement faire la liste des différentes données qu'il va retrouver. Ensuite, une fois que cette partie-là est faite, il va passer à la signature. La signature des données va servir tout simplement au scan pour reconnaître la donnée. C'est-à-dire que lorsqu'il scanne une donnée pour la première fois, cette donnée n'a jamais été signée. Donc il la signe pour la première fois et il va pouvoir mettre un statut, nouveau, heu, dans la colonne statut. Puis ensuite, lors du prochain scan, le deuxième scan, lorsqu'on rescanne cette même donnée, il va la resigner et si la signature est exactement la même, eh bien, on aura un statut inchangé. Par contre, si la signature a été modifiée, eh bien là, le scan repassera à la documentation pour aller récupérer une nouvelle fois les différentes informations, qu'il a les différentes informations concernant la donnée et donc mettre à jour la fiche de métadonnées en fonction de ce qu'il a pu trouver. Alors vous allez me dire quels sont les différents champs que le scan va pouvoir documenter automatiquement. Eh bien, c'est très simple. On va ouvrir cette fiche sur les arbres remarquables de la République ISOGEO, comme on a commencé avec ça. Donc, dans un premier temps, lorsque la donnée évolue, on va avoir des événements qui seront créés par le scan et qui vont être ajoutés à la fiche de métadonnées directement. Là, en l'occurrence, on a 2 entités qui ont été ajoutées et qui ont modifié, l'enveloppe de la donnée. Eh bien, l'emprise géographique a été modifiée aussi et on a cet événement ici. Pareil pour la suppression d'entités, ça peut être, la suppression ou la mise à jour d'un attribut, on aura cette information qui sera remontée aussi et la fiche de métadonnées mise à jour en conséquent. Heu, mais donc aussi, en plus de ces événements, ce qu'on va retrouver, ça va être l'emplacement de la ressource. Donc là, en l'occurrence, ça va être le fichier de connexion utilisé pour, pour créer cette fiche de métadonnées. Ensuite, on aura aussi le nom du schéma dans lequel se trouve la table et le nom de la table qui est juste là. Avec ces 3 informations, eh bien, on peut retrouver cette donnée assez facilement, mais bien entendu, il nous faut un peu plus d'informations et donc là, on va aller dans l'onglet géographie. On a nos différentes informations géographiques comme le nombre d'entités, le type de géométrie, le système de coordonnées et l'emprise géographique qui seront remontées. Mais aussi, si on va dans les attributs, là, on va avoir donc l'attribut en soi qui sera remonté et si jamais l'alias de l'attribut est, documenté dans votre base de données, eh bien celui-ci va être remonté aussi automatiquement par le scan. Vous voyez ici, il y a un doublon, une version normale et une version en italique. Eh bien, c'est pour montrer qu'on peut faire les 2. Bien entendu, nos clients vont faire soit l'un, soit l'autre, mais l'idée, c'est que vous pouvez soit documenter l'alias manuellement, soit le faire remonter automatiquement par le scan si jamais il est documenté côté base de données.
Et donc, ça conclut la partie recensement. Ce qu'il nous reste à faire, c'est la documentation, c'est-à-dire ajouter, ajouter un titre clair, un résumé, les différents mots-clés, les éléments par rapport au contexte de collecte, la méthode de collecte et la fréquence de mise à jour, les éléments par rapport à la qualité si on en a, ajouter les champs attributaires, les conditions d'utilisation, voir aussi des ressources en associant à un service géographique. Et puis, eh bien, à partir de là, votre fiche est prête à être partagée et on va pouvoir l'utiliser pour alimenter nos différentes applications que je vous ai montrées au tout début. Voilà pour moi. Moi, je vais donner la main à Jean-Nicolas qui, va s'occuper de la suite. Super, bien, bon, Mmh. bonjour à Merci, tous. Carlo. Merci, Carlo. Je vais laisser José réactiver la présentation. J'en profite aussi, entre autres, suite à la démo de Carlo, je vous invite, si vous avez des questions telles qu'on l'avait mentionné au départ, vous pouvez les soumettre dans la section Q&A ou sinon, à la fin de ma section, vous pourrez aussi poser vos questions de façon directe, bien évidemment. Donc, pour la suite de la présentation, ça va être un peu une récapitulation finalement des différents éléments. Donc, on va présenter la méthodologie d'implantation. Donc, qu'est-ce que la solution d'IsoGeo amène en termes d'avantages et de plus? Donc, vous avez pu le constater, la solution d'IsoGeo vous offre un éventail de possibilités selon laquelle vous allez pouvoir tirer avantage. Donc, en premier lieu, tout l'aspect de gestion optimisée de vos catalogues. Donc, en ce qui a trait au dictionnaire de vos mots-clés, les différentes thématiques, de l'autocomplétion, de l'édition par lot, bref, un ensemble de possibilités, encore une fois ici. Et évidemment, la création des catalogues en eux-mêmes qui vont vous permettre de trier votre inventaire. Vous pourrez aussi créer autant de catalogues que vous le souhaitez, que ce soit par usage, par thème, par projet. Bref, encore une fois, une capacité de définir selon vos besoins à vous. Par la suite, une solution automatisée qui vous permet de parcourir vos différentes ressources, telles que présentées lors de la démo par Carlo, entre autres les différentes bases de données. Ça pourrait passer par des serveurs de fichiers, créer un inventaire complet de l'ensemble de vos données SIG par la suite et ultimement de générer, bien évidemment, vos fiches de métadonnées qui leur sont associées. J'en profite aussi pour rappeler un petit élément que Carlo a mentionné. L'avantage entre deux scans, par exemple, le système est capable de repérer automatiquement si des modifications ont été apportées et le cas échéant de mettre à jour vos données d'une façon simplifiée. Par la suite, un recensement exhaustif de votre patrimoine de données SIG, ce qui vous permettra un accès, à travers un accès direct, à vos différentes bases de données, le cas échéant. Encore une fois, tel que présenté par Carlo, le scan parcourt l'ensemble de vos données, qu'elles soient vectorielles, raster, stockées sur vos différents systèmes, que ce soit des géodatabases d'entreprises SRI, des bases de données PostGIS, du Oracle, du SQL Server, ou encore une fois, c'est des fichiers hébergés sur des serveurs distincts. Par la suite, évidemment, la solution est compatible avec un ensemble de solutions SIG, que celles-ci soient de SRI, des solutions K2 géospatiales, du QGIS, des solutions open source. Bref, un ensemble de formats et de bases de données sont acceptés pour procéder aux différentes étapes. Finalement, une compatibilité avec un ensemble de normes ISO ainsi que OGC et aussi, très important, par-dessus tout, le plus grand avantage de la solution IsoGeo, c'est que vous serez accompagné par une équipe compétente, autant du côté de Consortec qui vous accompagnera dans votre projet que du côté d'IsoGeo pour maintenir à jour la solution et qu'elle réponde toujours à vos différents besoins. Donc, on sera toujours présent pour vous accompagner selon vos besoins. Donc, la méthodologie en soi, Carlo en a parlé de certaines étapes, un peu dans l'ordre inverse, donc on récapitule. La première étape sera un audit de votre environnement. L'audit de l'environnement va nous permettre, entre vous et nous, une analyse organisationnelle de l'ensemble de vos données SIG, des différents modes de diffusion,
puis une adaptation du catalogage en fonction de celle-ci. Donc, l'audit ISO-GEO vous permet notamment, en tant qu'organisme, d'adopter un point de vue global de votre SIG. Donc, quelles sont vos données, quels outils vous utilisez, quels sont vos utilisateurs, est-ce que vous avez déjà des pratiques en place quant à l'utilisation de celle-ci. Puis, ultimement, ce qu'on va faire, c'est d'être capable d'adapter le projet de catalogage en soi en fonction de tous ces éléments-là. Ultimement, l'objectif, c'est donc de vérifier que le fonctionnement technique de la solution ISO-GEO sera bel et bien efficace dans votre environnement client et aussi d'assurer que le cycle de vie de vos données SIG, donc de vous présenter des méthodologies à suivre, par exemple, préconiser une mise à jour des métadonnées et des catalogues plutôt que d'attendre avant d'effectuer celle-ci. Assurer aussi une diffusion des données aux différents partenaires au sein de votre organisation. Donc, ça, c'est pour la portion audit de l'environnement. Au niveau du scan et du recensement, je n'irai pas trop dans le détail. Déjà, Carlo a vendu un peu la mèche de ce côté-là quant aux différentes étapes. Je crois que vous avez bien compris. Donc, l'objectif, c'est de, entre autres, créer vos différents points d'entrée. Encore une fois, il y en a un ensemble de possibilités de ce côté-là. Et aussi, de ultimement lancer votre scan qui va s'exécuter. Tel que mentionné, là, ça va être en utilisation avec FME qui roulera en arrière-plan sur le serveur qui va permettre ce scan-là et de recenser l'ensemble de vos données. Par la suite, une des étapes très importantes sera l'étape de formation de vos administrateurs. Donc, pour vous donner une idée, dans le fond, ce que Carlo vous a présenté d'un point de vue des différentes interfaces, ce qu'on va faire, c'est vous s'assurer que vous aurez des utilisateurs qui seront formés dans l'utilisation de cette plateforme-là. Donc, l'objectif, c'est d'assurer une maîtrise de la méthodologie de catalogage, de la mise à jour de l'inventaire, de la gestion des différents partages au sein de votre organisation. Donc, la formation des administrateurs de la plateforme ISO-GEO leur permet de maîtriser cet ensemble d'éléments-là et ultimement d'être capable de saisir les différentes métadonnées selon vos recommandations, vos besoins et aussi, surtout, de gérer les différents utilisateurs de cette plateforme-là à l'égard de leurs droits, des profils, donc de spécifier des contacts, est-ce qu'il y a des spécifications particulières, etc. Finalement, au niveau de la formation, il y a aussi la formation des différents éditeurs et des utilisateurs de la plateforme qui a pour but de leur apprendre à maîtriser justement, encore une fois, cette méthodologie, la méthodologie qui est préconisée par nos équipes. Donc, par la suite, on va passer à l'étape de documentation et de catalogage. Donc, je pense qu'on a bien fait le tour avec l'exemple de Carlo. Donc, c'est vraiment ici d'assurer, d'ajouter les différents éléments attributeurs et tout ce qui entoure vos différentes métadonnées. Finalement, on poursuit dans la valorisation des données à travers l'utilisation, entre autres, de l'outil tel que l'Open Catalog présenté, assurer la publication des différents catalogues, entre autres, dans des applications tierces, comme on a un peu parlé, les widgets, ArcGIS Pro, le portail et autres outils que vous pourriez choisir d'utiliser. Finalement, pour englober l'ensemble de toute cette méthodologie-là, bien évidemment, il va y avoir la mise en place d'un projet et un suivi de celui-ci. Donc, dans l'approche préconisée, on va s'assurer d'établir toutes les parties prenantes nécessaires à la discussion. Donc, ça peut aussi inclure des personnes des départements de TI, pas seulement le département de la géomatique, parce qu'il y aura des besoins potentiels au niveau de ressources matérielles et ou logicielles. Puis, on va en profiter aussi pour établir les bases des différents requis, justement, en termes de ressources humaines qui devra participer aux différentes rencontres et finalement établir une stratégie de gestion de projet comme tout bon projet, soit quelles seront les différentes rencontres hebdomadaires, de quelle façon on va procéder au niveau des différents suivis, etc., et de la documentation. Donc,
en dernier point, tout ce qui a trait à la maintenance et aux garanties. Donc, on s'assure au niveau de la solution de Isogeo une mise à jour en continu de cette plateforme-là avec de nouvelles fonctionnalités qui s'ajoutent dans le temps en fonction des nouveaux besoins qui apparaissent. Super, merci. Donc, qu'est-ce que ça signifie démarrer une solution avec Isogeo? Donc, rapidement, on voit deux éléments. Une phase 1 qui inclut une licence temporaire de la solution, durant laquelle ça sera établi sur une période de 3 à 6 mois en fonction de vos besoins. L'installation, bien évidemment, de la solution au sein de votre environnement SIG. L'audit auquel j'ai fait référence tout à l'heure, donc passer au travers de l'ensemble de ces étapes-là, la formation des différents utilisateurs de la solution et finalement, ce qui englobe le tout, c'est tout ce qui a trait au niveau de l'expertise conseil, de l'accompagnement au niveau des ressources. La prochaine étape sera l'industrialisation. Encore une fois, ici, la phase 1 versus l'industrialisation, il faut bien comprendre, la phase 1 va faire partie inévitablement de tout projet, dépendamment de la maturité dans laquelle votre organisation sera au niveau de la démarche de catalogage. La phase 1 pourra aller plus ou moins rapidement. Donc, l'objectif, c'est de vous accompagner dans une première démarche et surtout, la phase 1, ce qu'elle vous permet, c'est d'avoir une solution fonctionnelle et d'être capable de la présenter aux différents acteurs de votre organisation. Donc, une fois cette étape-là passée, on tombe dans ce qu'on appelle la phase d'industrialisation là où on va, par exemple, procéder à un abonnement annuel à la plateforme Isogeo, choisir si vous avez des besoins en termes d'acquisition de modules et d'applications additionnelles, et finalement, tout ce qui pourrait englober là, des prestations supplémentaires, par exemple des suivis techniques, des suivis de projets si vous avez des besoins particuliers ou de formation additionnelle quant à la plateforme. Donc, à ce point-ci, je l'avais rementionné, je n'ai pas regardé, José, j'imagine que tu as peut-être fait le suivi. Je vois qu'il y a un petit peu de messages additionnels. On pourrait passer à la période de questions, je crois bien. Est-ce que, José, tu veux reprendre la balle? Super. Oui, absolument. Puis je voulais juste mentionner, avant de passer à la période de questions, que si cette solution-là vous intéresse, sachez que Consortec sera l'entreprise responsable de tout ce projet-là, donc pour ce qui est au niveau de la vente ainsi que de l'implantation. Donc, vous allez transiger directement avec nos experts chez Consortec. Alors, oui, j'y vais avec les questions qu'on a reçues. On a quelqu'un qui demande, est-ce qu'on a absolument besoin d'avoir FME serveur? Alors non, justement, le prérequis, c'est FME desktop. C'est pas FME serveur. Justement, on ne fonctionne pas avec FME serveur. Parfait, merci Carlo. Une autre question est avec le widget Web App Builder est appelé à être retiré en juillet 2024 par le support de Esri. Avez-vous prévu faire la migration vers Experience Builder? Oui, alors justement, ça, on l'a appris en même temps que tout le monde, donc effectivement, c'est un sujet. On sait que nos clients vont passer à Experience Builder à un moment donné et de manière générale, on, on essaye d'avoir un maximum de clients intéressés, d'utilisateurs intéressés pour se lancer dans ce développement. Mais je pense que effectivement, c'est prévu. Enfin, je ne pense pas, c'est effectivement prévu et ça viendrait éventuellement. Parfait. Une autre question est, le scan identifie les tables d'une BD unitairement. Une table égale une donnée. Est-ce exact? Oui, c'est exactement ça. Donc moi, ce que je vous avais montré dans la fiche de métadonnées, c'était on avait l'emplacement pour retrouver la base de données et ensuite le nom de la donnée, c'était le nom du schéma, point, le nom de la table. Donc c'est vraiment une fiche de métadonnées égale une table dans la base de données. Ça peut également être une vue au besoin, si jamais vous avez des vues ou des vues matérialisées qui sont créées dans votre base de données. Ça aussi, on les scanne et ça peut être remonté directement
par le scan. OK, parfait. Une autre question. Est-ce que le serveur s'installe sur un serveur Linux? Non, alors ça, c'est une bonne question. C'est un prérequis. Le prérequis, c'est un serveur Windows. On fonctionne sur des serveurs Windows qui vont de 2012 à 2019. Donc voilà, le prérequis, c'est ça, parce que c'est un service Windows qu'on va installer directement sur le serveur. Parfait. Je passe à une autre. Vous avez mentionné que ISO-Géo est compatible avec K2 Géospatial. Pouvez-vous élaborer plus sur cette compatibilité, s'il vous plaît? Est-ce que c'est au niveau de GMap Admin ou au niveau de l'interface utilisateur? Alors l'idée, c'est que actuellement, la possibilité, ça on l'a vu justement chez notre client de Shawinigan, la possibilité, c'est d'intégrer vos fiches de métadonnées de, euh, de l'Open Catalog, directement dans votre application. Et après, nous, ça va être effectivement uniquement le côté interface utilisateur et pas du côté admin. Parfait. Quel est le modèle de métadonnées en arrière d'ISO-Géo? Est-ce que c'est ISO 19115 ou un modèle maison? Alors nous, de base, on se base sur le modèle Inspire, qui est le modèle européen. Ça, on a commencé par ça et bien entendu, ça a évolué sur un modèle qui est plutôt maison, dans le sens où le modèle Inspire, en l'occurrence, a énormément de champs en moins, notamment les attributs, entre autres, hein. Mais l'idée, c'est que voilà, on a ajouté pas mal d'informations, par rapport à ça, pour avoir un modèle plus, maison. Mais voilà, de manière générale, voilà, on est compatible Inspire, bien entendu, ISO et OGC. Parfait. Il y a quelqu'un qui demande, en ce qui a trait à l'acquisition de modules et d'applications additionnelles, ça implique des coûts variables de la plateforme. Est-ce qu'une documentation qui est prévue pour informer les participants ici des différents modules et des applications additionnelles? Oui, ben en fait, je peux peut-être prendre la balle pour celle-là. Dans le fond, dans la mise en place de votre projet, bien évidemment, au niveau de l'équipe de Consortec, on va vous présenter une grille tarifaire de toutes les différentes options en fonction de la taille de votre organisation et aussi, bien évidemment, en fonction des différents modules là, qui peuvent être offerts. Donc, pour répondre à la question, oui, il y a des coûts qui vont être différents en fonction des choix que vous pourriez faire, là, par exemple, en ce qui a trait au widget ou autres éléments là, de la solution. Donc, il existe bel et bien une grille à cet effet-là. Parfait. Merci, Jean-Nicolas. Est-ce possible d'avoir des métadonnées bilingues et d'afficher le contenu des métadonnées dans la langue de notre choix? Pour le moment, non. On est uniquement sur un modèle en français. Voilà. Pour le moment, c'est surtout le modèle en français. Après, il y a la possibilité, effectivement, si la langue est modifiée, par exemple, dans ArcGIS Pro, de modifier le plugin pour qu'il soit en français. Donc, ça, à la limite, ça serait plus un travail de documentation bilingue, c'est-à-dire dans le résumé, mettre une version française et une version anglaise pour remédier à ce problème. Parfait. Quels sont les autres prérequis techniques en ce qui a trait à base de données, matériel, etc.? Alors, moi, ce dont j'ai parlé, donc, ça va être en général les prérequis du scan. Euh, l'idée, c'est que pour le scan, donc, il y a un certain nombre de prérequis comme FME, bien entendu, comme un accès directement à la base de données depuis le serveur où est installé le scan. Euh, il y a aussi un accès au serveur de fichiers, éventuellement aussi, si jamais il y a des fichiers que l'on souhaite scanner aussi.
Et bien entendu, tout ça sera installé directement sur un serveur Windows. En plus de ça, si on est sur du format SRI, par exemple, du format SDE, eh bien, dans ce cas, on aura besoin aussi de certaines ressources SRI, donc FME, pour pouvoir lire ces ressources SDE, ces données SDE. Il a besoin de certaines ressources SRI pour fonctionner. Donc, ça serait soit ArcGIS Desktop, donc sur du ArcMap, il y a la possibilité de fonctionner avec ça, ou sinon avec ArcGIS Pro directement, bien entendu, avec une licence activée et tout ce qui va avec pour que ça fonctionne. Sinon, après pour le reste, ça sera directement du SaaS, donc la plateforme de documentation, l'Open Catalog. Pour le plugin ArcGIS Pro, on aura uniquement besoin d'accéder à l'API depuis le poste en question. Donc, si jamais vous avez accès à Internet directement, on ne devrait pas avoir de soucis. Si jamais il y a un proxy, par exemple, eh bien, il faudra paramétrer le proxy de la même manière. Et voilà, pour le widget, ça sera surtout ArcGIS Enterprise qu'il faudra mettre en place heu, avec sort les prérequis en même temps pour pouvoir vous dire tout ça. Alors, voilà, donc ça sera donc un serveur web, bien entendu, soit Apache, soit 2IS et donc accès aux différentes URL de notre API pour pouvoir communiquer avec l'API et récupérer les informations et bien entendu les différents logiciels comme ArcGIS Server ou le portal d'Esri avec une version 10.6 au minimum. Je pense que si tu me permets, Carlo, d'ajouter, parce que je vois la question suivante justement qui fait mention de offrez-vous la solution en mode info nuagique. Peut-être que l'objectif de la question, c'était de savoir les besoins techniques d'un point de vue ISO-Géo. Je pense que tu l'as mentionné justement, peut-être élaborer sur cet aspect-là rapidement, mais la solution ISO-Géo, est bel et bien une solution SaaS en elle-même, donc quant à son utilisation. Donc, d'un point de vue des prérequis techniques de la solution en elle-même, elle ne requiert pas l'installation d'une base de données ou d'un serveur de base de données. Peut-être que c'était aussi un peu l'objectif de la question, mais je pense que tu as bien positionné là, les différents éléments techniques. Donc, je voulais juste... donc, ça répond en espérant répondre à la question là, pour ce qui est du mode info nuagique SaaS. Parfait. Il nous reste quelques minutes seulement. Encore quelques questions. Je voulais juste, j'ai laissé la présentation sur la slide avec mon adresse courriel, donc joseb@consortec.com. Donc, par la suite, après le webinaire, si vous avez d'autres questions, si vous avez un intérêt, si vous voulez une démonstration, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais communiquer. Je suis en contact de façon régulière avec nos partenaires chez ISO-Géo. Alors, une autre question. Est-ce qu'on peut exporter les fichiers en format PDF où les métadonnées ne sont consultables que via le portail ou application SIG? Est-ce que tu pourrais répéter la question? Excuse-moi, Oui. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut exporter les fichiers en format PDF où les métadonnées ne sont consultables que via le portail ou une application SIG? Alors, il y a plusieurs possibilités. Dans l'Open Catalog, on a la possibilité d'exporter la fiche de métadonnées au format PDF, bien entendu. Par contre, il faudra le faire fiche par fiche. L'autre possibilité, et ça c'est une option qu'il y a directement dans la plateforme de documentation, nous qu'on appelle APP. Sur APP, vous avez la possibilité d'exporter les fiches de votre inventaire. C'est-à-dire, vous allez pouvoir filtrer, par exemple, sur les données vecteurs et vous allez pouvoir exporter au format CSV ou au format Excel euh, tout, euh, tout le résultat de votre recherche. Et c'est-à-dire que dans cette table, vous allez retrouver tous les champs de votre fiche de métadonnées et ça va vous permettre aussi de voir justement
d'avoir une vision un peu plus globale sur l'avancement et ça vous permettra de savoir quels sont les champs qui ne sont pas vraiment documentés pour aller justement améliorer la documentation et le contenu de vos fiches. Parfait. Alors, la présentation est presque terminée. Je prends une dernière question et pour les autres, si vous en avez par la suite, n'hésitez pas à m'écrire à mon courriel. Donc, la dernière question, est-ce qu'on pourrait installer IsoGeo sur le même serveur qui roule FMS Server en mettant une licence desktop en plus? Si oui, est-ce que le scan prend beaucoup de ressources et diminuerait la performance de FMS Server? Alors le scan tourne sur du FME desktop, donc effectivement, il faudra un serveur qui puisse tenir FME serveur en même temps que FME desktop et potentiellement les faire tourner en même temps. Donc ça va vraiment dépendre, ça va dépendre du serveur qui est en place et s'il a la capacité de le faire ou non. Je vous avoue que je suis pas sûr à 100. Peut-être que Jean-Nicolas pourrait avoir d'idées. Moi, j'ai jamais eu le cas où il y avait FME serveur et FME desktop en même temps, mais je pense pas que ce serait un problème. Rapidement, d'un point de vue technique, il n'y a pas d'enjeu à avoir l'installation et FME Server et FME Desktop sur la même machine, mais pour aussi répondre un peu à l'aspect prend beaucoup de ressources et l'aspect de performance, en fait, il faut prendre en considération que tout cela va dépendre de la quantité de données et de systèmes pour lesquels on va effectuer le scan. Donc, pour une organisation, un scan pourrait durer 5 heures. Pour une autre, s'il y a énormément de sources de données, ben, ça pourrait durer 8-10 heures, encore une fois, en fonction des sources de données, mais aussi en fonction du type de machine qui héberge. Ici, là, dans votre exemple, là, votre FME Server et la licence FME Desktop. Donc, c'est tout à fait possible, mais ça va dépendre, comme toute application technique, là, si vous êtes limité au niveau de la RAM sur la machine en question, peut-être que ça serait souhaitable d'installer FME Desktop puis le scan IsoGeo sur une machine séparée. Si déjà cette machine-là pour votre FME Server est sous-utilisée d'un point de vue logiciel, ben, ça pourrait être possible. Ça serait le genre de choses qu'on pourrait discuter lors de la mise en place du projet là, pour évaluer avec les différentes parties prenantes. Exactement. Merci. Alors, ceci met fin à notre webinaire. Merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas à nous écrire si jamais vous avez des questions, commentaires, si vous avez besoin de plus d'informations, si cette plateforme-là vous intéresse. Ça nous fera plaisir de communiquer avec vous pour en discuter plus longuement. Alors, sur ce, merci à nos collaborateurs et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.